Eladj Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Eladj Oumar Diop, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors dites-nous, les Sénégalais et la pratique électorale, pourquoi après ce vécu en matière d'élection, comment expliquez-vous qu'à l'approche de chaque échéance électorale, on se retrouve dans des querelles préélectorales sur le fichier et sur le processus organisationnel? Oui, Oumar, je pense que les Sénégalais et la pratique électorale, c'est à la fois l'histoire d'un paradoxe et c'est aussi l'histoire de mythes. Parce qu'au Sénégal, on vote depuis les années 1848. Donc on peut parler de quelque part, je dirais même de mythe, dans la mesure où il y a une routinisation des pratiques électorales et une acceptation de l'acte électoral en tant que tel. Et on est allé jusqu'à dire qu'il y a une maîtrise de la technologie électorale. Donc ça, ce sont des crédits qu'il faut mettre, je dirais même au diapason de l'actualité politique sénégalaise. Mais en même temps, au moment où on parle de crédibilité du processus électoral, le constat est fait qu'il y a toujours eu des contestations de l'organisation des élections politiques. Au milieu des années 90, on a mis en place des instances de crédibilisation de l'élection, l'ONEL, la Sénat, qui sont appelés à jouer le rôle de tampon entre l'administration, qui est toujours compétente en matière d'organisation des élections, et les acteurs politiques. Mais on s'est rendu compte que toujours il y a eu une contestation lancinante, soit sur le fichier électoral, soit sur l'organe chargé d'organiser les élections politiques. Là, il faut comprendre qu'il y a un enjeu électoral. L'enjeu, c'est la détention d'une majorité à l'Assemblée nationale. L'enjeu, c'est la nomination d'un gouvernement et d'un Premier ministre. L'enjeu, c'est l'exercice du pouvoir. Et est-ce que l'opposition nourrit son homme? On peut se poser cette question-là, dans la mesure où les partis d'opposition vivent toujours dans des conditions difficiles. Dans ce cadre-là, la compétition politique est une compétition âpre où l'opposition a tendance à se battre corps et âme pour avoir la majorité, et la majorité en place joue des coudes pour rester à l'Assemblée. Donc c'est cet enjeu-là de détention de la majorité à l'Assemblée nationale qui fait que lorsqu'on est dans une phase d'élection ou de compétition en matière de campagne électorale, la campagne elle est très dure, elle est très âpre, et les acteurs politiques ne sont pas des enfants de cœur, ils se donnent des coups et tous les coups sont perdus. Parlons du chef de l'État. Doit-il prendre part à cette élection législative? Oui, la question est posée de savoir si le président de la République, qui en quelque sorte n'est pas directement intéressé par les élections dans la mesure où il incarne la fonction suprême, doit-il descendre dans l'arène politique? Ici, il y a deux lectures. La lecture de son camp consistant à dire que le président de la République peut venir donner un coup de main par ceci ou cela. Moi, personnellement, je disais que l'élégance dans les rapports républicains, la posture présidentielle ne devait pas le pousser à avoir, je dirais même, l'intention de descendre dans l'arène politique. Et le pousser à le faire de la part de certains des acteurs politiques proches de lui, on peut se demander si ce n'est pas l'incapacité même de ses suppôts ou de ses proches de se battre sur le terrain pour engranger le maximum de suffrages, drainer les électeurs à voter pour eux. Le fait de solliciter davantage le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance ou un aveu d'incompétence? On peut se poser cette question-là. Mais il me semble que le président de la République doit avoir une posture institutionnelle en se mettant au-dessus de la mêlée et laisser les acteurs politiques se battre pour une élection qui ne l'intéresse pas directement. Maintenant, s'il n'a pas la majorité, c'est parce que le Sénégalais l'a sanctionné. S'il a la majorité, ben, il peut continuer à exercer son programme politique. Mais inciter le président de la République à descendre dans l'arène politique, c'est politiser davantage la fonction présidentielle, alors qu'il faut essayer de déconnecter la fonction présidentielle en tant que telle, qui doit avoir une posture de se mettre au-dessus de la mêlée politique, avec une autre posture qui est celle d'une posture partisane, qui aboutit aux élections législatives à avoir une majorité. Les deux peuvent être liés, mais je pense qu'il faut compter sur la sagesse du président de la République et sur l'élégance des rapports qui permettront au président, s'il a une haute idée de sa fonction, de ne pas se mêler aux élections législatives. Oui, nous avons parlé des Sénégalais et la pratique électorale, la place et le rôle de la fonction présidentielle dans une élection législative, les Sénégalais et l'institution parlementaire. Alors, Eladj Oumar Diop, mesure-t-on réellement son utilité et son rôle finalement? Je pense que les Sénégalais souvent ont une forme de désaffection vis-à-vis de l'institution parlementaire. Ils ont se posé la question de savoir si l'institution parlementaire n'est pas devenue un élément du décorum institutionnel. Parce que le Parlement, on le dit souvent, même des députés l'ont reconnu, le Parlement ne joue pas son rôle comme il le faut dans la démocratie sénégalaise. Mais tout ça, je pense que ça dépend davantage du président de la République et de la majorité qui va se dégager dans la mesure où il faut qu'on change le régime parlementaire en tant que tel, c'est-à-dire les règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Ce sont des règles très rigides, très strictes, qui lient le député. Un député pris individuellement ne peut pas porter un projet de loi. Il y a, je dirais même, des artifices, des lenteurs, des dysfonctionnements qui font qu'il ne
et une partie des députés ne peut pas porter un projet de loi. Et ça, c'est néfaste. Il faut permettre aux députés, plus individuellement, de pouvoir non seulement déposer une proposition, mais également de pouvoir défendre cette proposition de loi. L'histoire récente du Parlement a montré que, très souvent, lorsque les députés sont mis en avant pour porter une proposition, c'est souvent des amendements ou bien des propositions de loi qui sont décriées par l'opinion publique. C'est l'exemple de la loi Ezzan, de l'amendement Moussassi, l'amendement Aminata Tall. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'institution parlementaire n'a pas bonne presse au Sénégal. Comme elle n'a pas bonne presse, il faut voir là où se trouvent les failles, au-delà même des textes. Il faut viser également ce que j'appellerais la compétence parlementaire, c'est-à-dire que les élites parlementaires doivent avoir une formation qui les permette de savoir ce que c'est que le droit parlementaire, quels sont les jeux et les enjeux de la lutte parlementaire et quels doivent être les rôles et les responsabilités au sein même de l'institution parlementaire. Mais si les parlementaires ne sont pas outillés, s'ils n'ont pas l'expertise nécessaire, on a beau mettre en place des assistants parlementaires, mais ça ne fera pas, ça ne va pas combler le gap. Donc il faut une formation des parlementaires d'une part, il faut de l'autre côté un changement de régime même du fonctionnement du Parlement pour permettre au moins aux députés de s'émanciper davantage. Finalement, quel profil, quel type de député pour permettre à l'institution de jouer pleinement son rôle de pouvoir? Un député qui est au diapason du fonctionnement du Parlement, un député qui a l'expertise nécessaire, un député qui a une claire conscience de ses devoirs et de ses responsabilités, un député qui peut porter un projet de loi, qui connaît très bien ce qu'on appelle les rouages du parlementarisme, comment fonctionne l'État. Mais si le député n'est pas outillé, si le député n'a pas cette forme de minimum de compétences politiques, il est extrêmement difficile. Parce que dès l'instant qu'il est élu, qu'est-ce qu'on va passer? Il faut capaciter les députés, il faut chercher des experts qui viendront former les députés, il faut chercher des assistants parlementaires. Mais tout ça, c'est le budget de l'État. Tout ça, c'est du temps qui est perdu. Donc, je pense que ce n'est pas n'importe qui doit être député, quoi. À un moment donné, il faut que la rationalité guide le choix des uns et des autres. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller incarner une fonction parlementaire parce qu'ils ne peuvent rien apporter au Parlement. Donc, c'est d'abord au niveau personnel. Maintenant, il appartiendra à ceux qui doivent mettre les noms des uns et des autres sur les listes, de se dire si telle personne ne peut pas apporter grand-chose, pourquoi le mettre sur la liste? Je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Et que retenir dans un contexte de 47 listes en compétition pour 165 sièges? Il y a une double lecture qu'on peut faire de cette question. En premier lieu, moi, je m'interdis de m'émouvoir de ces 47 listes. Pourquoi? Parce qu'on a 285 partis politiques légalement déclarés. Imaginez ces 285 partis déposer des listes. Vous voyez ce que ça fait. Donc si c'est 47 députés, on peut l'interpréter comme 47 listes, on peut l'interpréter comme une vitalité de la démocratie sénégalaise. Donc il faut laisser les listes se présenter en tant que telles. Le ministre de l'Intérieur et la Sénat vont s'organiser pour au moins trouver une parade sur le plan juridique pour permettre au moins à 3 ou 4 bulletins d'être choisis. Maintenant, c'est au résultat qu'on va juger. Je ne crois pas que toutes ces 47 listes soient représentées à l'Assemblée nationale. Toujours, si dans une démocratie, il y a plusieurs leaders qui compétissent ou bien plusieurs listes qui compétissent, il faut organiser sereinement la compétition et laisser le peuple décider en dernière instance. Et on va voir, souvent, c'est moins de 10 listes qui seront représentées à l'Assemblée nationale et les autres vont incarner ce que j'appellerais l'opposition extra-parlementaire. Donc c'est très intéressant. C'est un signe de vitalité de la démocratie sénégalaise, contrairement à ce que beaucoup pensent, que s'il y a beaucoup de listes, il y a cela. Non, on a 285 partis politiques. Donc, dans une démocratie où il y a 285 partis politiques, pourquoi s'émouvoir de 47 listes? Moi, je me pose la question. Oui, les élections législatives de ce 30 juillet 2017 et les incertitudes. Dites-nous, à partir du fichier, est-ce que le primo-votant constitue une incertitude capitale en perspective de ce scrutin du 30 juillet 2017? Il y a un véritable paradoxe. Toute élection doit reposer sur ce qu'on appelle le principe de l'incertitude électorale. C'est-à-dire que les acteurs politiques doivent être mis dans des conditions de compétir, alors qu'au début, on ne sait pas qui va gagner. Et c'est à la fin qu'on va se dire, voilà la liste qui a été promue par les électeurs. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que les règles de la gouvernance électorale sont respectées. Mais je dis qu'il y a paradoxe, parce que l'incertitude se pose même dans un autre domaine, dans le sens où il y a des doutes sur la crédibilité du fichier, des doutes sur les cartes d'électeurs, des doutes sur la détermination même des règles électorales et de leur acceptation. Et ça va faire naître ce qu'on appellera des contestations ante au poste électoral d'acceptation des résultats. Et c'est ce qui va être un peu malheureux dans la mesure où, lorsque les acteurs participent à la compétition, ils vont être en mesure d'accepter ce que j'appellerai le verdict des urnes. Voilà, Elhadj Oumar Diop, Sud FM Sen Radio vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Allez, merci, au revoir. Au revoir.